Le troisième dossier, c'est un cas clinique pour vous illustrer un peu la drépanocytose, un petit garçon de 1 mois d'origine malienne qui est amené par ses parents parce que le dépistage néonatal a mis en évidence une drépanocytose homozygote, SS, chez cet enfant. Sa mère vous pose quelques questions sur la maladie. La première question, c'est quel est le risque pour la famille d'être atteint, parce qu'elle a entendu que c'était une maladie génétique. Rappelez le mode de transmission de cette maladie et donnez les probabilités que les individus suivants soient malades ou porteurs sains. Donc il y a son frère, sa mère son frère, sa sœur et son père. Alors, le mode de transmission de la maladie, c'est une maladie à transmission autosomique récessive, puisque c'est une mutation qui est portée par un autosome. J'ai plus en tête lequel, je crois que c'est sur le chromosome 12, mais je suis plus sûr. Récessive parce qu'il faut avoir 2 allèles mutés pour que les symptômes apparaissent. Donc on peut être porteur sain si on a un seul allèle muté. Si on a les 2 allèles mutés, on est malade. Si on n'a aucun allèle muté, bien sûr, on est sain. Comme il faut avoir 2 allèles mutés, donc on va faire une mère et un père. Donc lui, on nous a dit qu'il avait un frère, une sœur, et donc là on a notre patient qui est malade. Donc lui, il est malade, ses allèles. La mère, elle lui a forcément transmis un allèle malade, donc elle est au moins malade. Le père, il est au moins malade. Le père et la mère, comme ils ont eu des enfants, ils ont vécu au moins jusqu'à l'âge adulte sans aucun symptôme. Si on en aurait fait le diagnostic, ce n'est pas une maladie qui passe inaperçue. Donc le père et la mère, ils sont forcément hétérozygotes. Donc ils sont malades normales, malades normales. Les frères et sœurs, du coup, ils peuvent être soit malades-malades, soit malades normales, soit normales-normales. Et donc la probabilité pour qu'ils aient les 2 allèles mutés, elle est de 1 chance sur 4 parce qu'il faut une chance sur 2 pour que la mère transmette l'allèle muté, 1 chance sur 2 pour que le père transmette l'allèle muté. Et donc un demi fois un demi égale un quart, donc ils ont une chance sur 4, ou plutôt un risque sur 4 d'être malade. C'est le même risque pour le frère ou la sœur puisque c'est autosomique récessif. Et donc, si c'était porté par un chromosome sexuel, le risque serait différent chez le frère et la sœur. Comme c'est porté par un autosome, le risque est identique selon le sexe. On peut se demander, l'argument chez les parents de dire ils sont forcément hétérozygotes parce que sinon ils auraient eu des symptômes, il est sans doute vrai aussi chez le frère ou la sœur si ces enfants sont âgés. Maintenant, s'ils ont très peu d'écart avec leur frère, il est possible que, je ne sais pas pour quelle raison, ils n'ont pas fait le test de dépistage néonatal et puis ils n'ont pas encore fait de crise symptomatique. Et jusqu'à 2-3 ans, c'est possible que ça passe inaperçu. Au-delà, c'est vraiment improbable que ça se passe inaperçu parce qu'en général, les enfants ont un retard de croissance et des crises vaso-occlusives, etc. Comment expliquez-vous à la patiente, à la mère du patient plutôt, la physiopathologie de cette maladie? Il faut l'expliquer dans des termes simples, c'est-à-dire votre fils est porteur d'une anomalie de l'hémoglobine. L'hémoglobine est la protéine qui permet de transporter l'oxygène au sein des globules rouges. Du fait de cette anomalie, les globules rouges ont du mal à se déformer pour passer dans les petits vaisseaux sanguins et donc peuvent éclater au niveau des vaisseaux sanguins. Et ça entraîne d'une part une anémie, un manque de globules rouges, d'autre part une obstruction des vaisseaux sanguins et donc des phénomènes ischémiques. Et troisièmement, avec ces anomalies, la rate progressivement devient non fonctionnelle et la rate est un organe important pour la défense contre certaines infections comme le pneumocoque ou les salmonelles et donc votre enfant a un risque infectieux augmenté par rapport à la population générale du fait de la drépanocytose. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut proposer pour d'éventuelles futures grossesses? La mère, si elle vous demande si elle peut quand même avoir d'autres enfants, la réponse est bien sûr oui. Mais on pourra avoir recours dans ces cas-là soit à un diagnostic
anténatale, donc avant la naissance, sur des biopsies de trophoblastes ou une amyosynthèse ou une ponction de sang ombilical. Et dans ce cas-là, on va rechercher par biologie moléculaire la mutation de la valine 12 pour savoir si le fœtus est drépanocytaire ou pas. S'il est drépanocytaire, on pourra proposer une interruption thérapeutique de grossesse. Si on n'a pas recours au diagnostic anténatal, on peut avoir recours au diagnostic néonatal. Sur le test de Guthrie, on extrait des globules rouges et on fait pas une électrophorèse de l'hémoglobine, mais une analyse génétique pour rechercher la mutation de la drépanocytose. Ou sinon, à la naissance, on prélève un petit peu de sang pour faire une électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? Non, j'ai répondu aux questions en fait dans la correction. Question numéro 2, quel est votre bilan initial? Alors, la drépanocytose est prévalente dans les régions où il y a du paludisme, comme les thalassémies, Afrique noire essentiellement, Antilles. Là, la drépanocytose, on n'en trouve pas beaucoup en fait dans le bassin méditerranéen. Donc, il faut rechercher quand même d'autres anomalies de l'hémoglobine qui sont aussi prévalentes dans cette région, et en particulier chez un petit garçon, un déficit en G6PD, puisque si on le trouve, ça aura des conséquences, puisqu'on lui demandera de ne pas prendre de médicaments qui donnent des hémolyses chez les patients ayant un déficit en G6PD. On va chercher à confirmer le diagnostic donc, par l'électrophorèse de l'hémoglobine ou une analyse de l'hémoglobine en chromatographie en phase liquide par technique de HPLC. Et puis on va proposer donc un dépistage de son frère, de sa sœur et de ses parents pour bien confirmer qu'on a ce tableau de transmission autosomique récessive. C'est des patients qui vont avoir recours dans leur vie à des transfusions de globules rouges. Et donc, on va leur proposer, on va faire un typage étendu du phénotype des globules rouges, c'est-à-dire qu'on va déterminer le groupe sanguin ABO, bien sûr, le rhésus, mais aussi les phénotypes KEL, grand I, petit i, etc., pour leur transfuser des globules rouges au maximum compatible avec leur phénotype pour diminuer les risques d'alloimmunisation qui peuvent devenir réellement problématiques chez les gens qui du coup ne supportent plus aucun donneur puisqu'ils sont alloimmunisés contre tous les antigènes mineurs. Alors, on me demande s'il fallait réaliser une numération à ce stade-là. Oui, bien sûr, ça fait partie du bilan. Quand on fait l'électrophorèse de l'hémoglobine, on prélève également une numération. C'est vrai que c'est un manque dans ma correction. Quelle est votre prise en charge thérapeutique initiale? Donc, dans la première phase, c'est une prise en charge multidisciplinaire, particulièrement la drépanocytose, entre le pédiatre, l'hématologue, l'infectiologue, pour assurer la prise en charge la meilleure possible de ces enfants. Au plan infectieux, il faut éduquer les parents sur les consignes en cas de fièvre, c'est-à-dire si l'enfant a une température supérieure à 38, il faut venir aux urgences pour qu'on réalise un bilan infectieux, bandelette urinaire, numération, CRP, hémoculture, radiographie thoracique, à la recherche d'une infection et qu'on lui administre de façon probabiliste un antibiotique qui couvrira les salmonelles et les pneumocoques, puisque c'est des infections potentiellement gravissimes chez les drépanocytaires qui n'ont plus la rate pour faire la clairance de ces germes. On va même avoir recours à une prévention des infections à pneumocoque par la vaccination et par la prise d'oracyline quotidienne. L'oracyline, c'est une bêta-lactamine de la famille des pénicillines qui a une activité anti-pneumocoque. Et donc, on va leur demander de prendre de l'oracyline qu'on peut commencer en sirop dès tout petit. Les recommandations en cas de fièvre, je vous ai mis dans la correction le site sur lequel vous pouvez avoir les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et puis au plan hématologique, comme tous les patients qui ont une hémolyse chronique, il faut leur donner de l'acide folique pour permettre la régénération médulaire et la réticulocytose. Et il faut éduquer aussi les parents à palper la rate
et à agir en cas de douleur de l'hypochondre gauche, puisque une des grandes complications de la drépanocytose dans l'enfance, c'est la séquestration splénique. Tout d'un coup, la falciformation se fait dans la rate, avec une rate qui devient énorme par congestion, avec éventuellement des hémorragies intraspléniques et des hémorragies et des anémies très profondes et potentiellement très graves. Et puis, il faut leur expliquer les règles hygiéno-diététiques pour prévenir les crises vaso-occlusives, mais ça, on le reverra dans les questions suivantes. Question numéro 4. Donc, cet enfant a grandi, il a maintenant 5 ans. Un soir de garde, vous le voyez, pour des violentes douleurs du bras gauche qui évoluent depuis 2 heures. Elles sont apparues spontanément et puis elles ont apparu après une séance de natation. Enfin, il est allé à la piscine avec ses parents. L'examen clinique est normal, mais il a 38,5. Quel diagnostic vous semble le plus probable et quels examens complémentaires demandez-vous si vous en demandez? Donc là, le diagnostic le plus probable sur une douleur osseuse aiguë chez un patient qui a une drépanocytose, c'est une crise vaso-occlusive, c'est-à-dire un épisode de falciformation au niveau osseux avec des douleurs ischémiques osseuses en fait, qu'on appelle la crise vaso-occlusive. Les arguments, c'est le terrain, bien sûr, la drépanocytose, l'anamnèse, puisque la piscine, c'est classiquement un facteur déclenchant parce qu'il fait froid, il y a un effort physique, donc une petite déshydratation, et tout ça, c'est des facteurs qui vont favoriser la crise vaso-occlusive. La symptomatologie est aussi en faveur, et puis l'examen clinique normal va aussi en faveur d'une crise vaso-occlusive, sachant que là, il y a une fièvre, et donc il faut de toute façon considérer que cet enfant est infecté jusqu'à preuve du contraire. On demande donc pour la drépanocytose une numération, un bilan d'hémolyse, LDH, bilirubine, aptoglobine, un groupe sanguin, on l'a déjà, mais une recherche d'agglutinine irrégulière en cas de transfusion envisagée. Et on fait un bilan infectieux, puisque je vous ai dit, toute fièvre chez un drépanocytaire, c'est suspect d'être une infection à salmonelle ou à pneumocoque, et donc on fait des hémocultures, une bandelette urinaire et un ECBU si elle est positive, une radiographie thoracique, et puis éventuellement on fera une radio du bras, voire une échographie, et s'il y a des arguments pour une ostéomyélite, on ira prélever le bras. Chez les petits-enfants drépanocytaires, c'est souvent des Africains, ils peuvent vivre en France mais retournent en Afrique de temps en temps. N'oubliez pas la goutte épaisse à la recherche d'un paludisme, ou en tout cas l'interrogatoire pour savoir s'il y a notion de voyage récent en zone impaludée. La question numéro 5, je vous montrais le frottis sanguin, je vous demandais de le légender. Est-ce que je l'ai ici? Non. Mais sur le frottis sanguin, on voyait une cellule avec un noyau, c'est un polynucléaire neutrophile, des globules rouges normaux qui ont une forme bien arrondie, et puis quelque chose qui ressemble à des globules rouges au niveau de la couleur, mais qui n'a pas du tout la forme normale, qui sont en fait des hématies falciformes ou drépanocytes. Voilà, c'était pour vous illustrer un peu pourquoi cette maladie s'appelle... pourquoi on parle de falciformation, c'est une forme de faux. Pour la question précédente, on me demandait si la CVO pouvait expliquer la fièvre en elle-même, sans infection, et jusqu'à combien la fièvre pouvait monter en cas de crise vaso-occlusive isolée. Une crise vaso-occlusive, il y a toujours un petit peu d'inflammation, donc il peut y avoir un petit peu de fièvre. Si jamais il y a des frissons ou une température supérieure à 38,5, là c'est très très probable qu'il y ait un phénomène sous-jacent. Et puis de toute façon, en fait, retenez cette idée que la fièvre chez un patient qui a une drépanocytose nécessite un traitement antibiotique. On ne peut pas jouer à se dire que c'est la crise vaso-occlusive qui donne de la fièvre et ne pas donner d'antibiotiques, puisque les infections sont un facteur déclenchant des crises vaso-occlusives et que c'est potentiellement mortel de ne pas recevoir d'antibiotiques rapidement quand on fait un sepsis à salmonelle ou à pneumocoque. Question numéro 6, donc quel traitement mettez-vous en place? C'est des patients qu'il faut hospitaliser, qui doivent recevoir des antibiotiques par voie parentérale, donc là des céphalosporines de 3e génération qui ont l'avantage de couvrir aussi bien les pneumocoques que les salmonelles. Et puis il faut traiter la crise vaso-occlusive en elle-même en corrigeant les facteurs de risque, donc il faut réchauffer le patient, il faut l'hydrater,
il faut lui donner de l'eau de Vichy à boire, il faut traiter la douleur avec souvent recours à des antalgiques de palier 3, parce que c'est des douleurs extrêmement intenses. Donc, souvent, on donne des antalgiques de palier 3 avec un système de pompe de PCA, de pompe à morphine, pour que le patient s'auto-administre les antalgiques à la dose nécessaire. Et puis, voilà l'essentiel de la prise en charge thérapeutique de cette crise vaso-occlusive. Les choses s'arrangent. Alors, il y avait une question. Est-ce qu'on lui donne des antibiotiques en cas de doute avec une ostéomyélite? Si on pense qu'il y a une ostéomyélite, il faut faire un prélèvement pour documenter l'ostéomyélite, mais de toute façon, on donnera des antibiotiques à ce patient puisqu'il a de la fièvre. Mais en fait, c'est bien le froid qui a donné la CVO. Oui, c'est probablement la conjonction du froid à la piscine, de la petite déshydratation avec le sport qui ont favorisé la crise vaso-occlusive. Est-ce qu'il peut y avoir un mécanisme infectieux sous-jacent? Oui, bien sûr. C'est pour ça que même si on a un facteur déclenchant classique, on ne peut pas on ne peut pas exclure un facteur infectieux sous-jacent et ne pas donner d'antibiotiques. Donc ça doit rester votre obsession. Toute fièvre chez un drépanocytaire, encore plus à l'internat, nécessite un traitement antibiotique par céphalosporine de 3e génération. Question numéro 7. Les choses s'arrangent rapidement. Quels sont les facteurs favorisant les crises vaso-occlusives? Quelles règles hygiéno-diététiques allez-vous donner aux patients pour éviter la récidive? Donc, les facteurs favorisants, c'est tout ce qui va entraîner la falciformation, c'est-à-dire la déshydratation, l'acidification du pH sanguin au cours d'un effort physique avec un peu d'acide lactique, au cours d'une infection, la fièvre, l'exposition au froid, les infections et les hypoxies. Voilà, les voyages en avion, les séjours en altitude, etc. Il y a toute une série de facteurs favorisants. Qu'est-ce qu'on donne aux patients comme conseil pour éviter des crises vaso-occlusives? Il faut toujours qu'ils soient bien vaccinés et qu'ils prennent son noracyline pour éviter les infections qui pourraient déclencher des crises vaso-occlusives. Il faut bien se protéger du froid. Il faut bien boire régulièrement si on fait un effort physique, mais même en situation, par exemple l'été, il faut boire largement 2 voire 3 litres d'eau par jour pour éviter la déshydratation. Et puis, en cas de fièvre débutante, il faut commencer assez rapidement des antipyrétiques et avoir recours à une consultation médicale pour qu'un médecin juge s'il y a besoin ou pas d'une hospitalisation et d'une antibiothérapie. Voilà. Il faut lui dire aussi les motifs de consultation en urgence. Il faut lui rappeler ça. C'est en cas de fièvre prolongée, de douleur intense, de dyspnée ou de tout signe thoracique, puisque ça indique, ça laisse redouter un syndrome thoracique aigu. J'y reviendrai à la question d'après. En cas de priapisme, les drépanocytaires sont des patients qui font des priapismes et c'est extrêmement grave parce que ça peut entraîner des destructions des corps caverneux et donc derrière une impuissance. Ou en cas de boiterie, on suspectera une arthrite septique ou une ostéomyélite. Et dans ce cas-là, il faut aussi une prise en charge encore plus urgente. Question numéro... alors, est-ce que j'ai répondu aux questions? Avec le traitement, en combien de temps le garçon n'a plus mal? Ça, c'est assez variable. En général, ça dure 3 à 4 jours, mais selon les patients et selon le nombre de crises préalables, etc., l'efficacité du traitement antalgique initié rapidement, ça peut durer plus ou moins longtemps. Et selon le facteur déclenchant aussi, bien sûr. La piscine est-elle contre-indiquée? C'est vrai que chez ce patient, on aura envie de lui recommander de faire d'autres types de sports, puisque alors il faut voir s'il fait une seule crise vaso-occlusive, on peut réessayer au bout de 6 mois d'aller à la piscine, peut-être un peu plus l'été, en renouvelant les conseils d'hydratation, etc. Mais vraisemblablement, ce sera bien qu'il évite d'aller à la piscine et qu'il choisisse de faire un autre sport. Question 8. Citez au moins 5 complications chroniques de la drépanocytose. Donc la drépanocytose, c'est finalement une maladie systémique parce que l'ischémie entraînée par la falciformation va entraîner petit à petit des défaillances d'organes, de tous les organes. Donc il y a des atteintes éventuellement pulmonaires. Là, c'est le syndrome thoracique aigu. Donc dans le syndrome thoracique aigu,
c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie. C'est des patients qui ont une crise vaso-occlusive au niveau thoracique, au niveau costal par exemple, donc une douleur thoracique. Du fait de cette douleur thoracique, ils vont moins ventiler, donc ils vont avoir une hypoxie. Du fait de l'hypoxie, ça va aggraver la crise vaso-occlusive, aggraver la douleur thoracique, ils vont encore moins ventiler. Et c'est un espèce de cercle vicieux où il y a une aggravation de l'hypoxie et c'est potentiellement mortel. Et dans le syndrome thoracique, on a également souvent un facteur déclenchant infectieux comme une pneumopathie. Et puis on peut avoir des lésions de la membrane alvéolo-capillaire avec l'installation progressive d'un syndrome de détresse respiratoire de l'adulte et donc une prise en charge réanimatoire. Complications neurologiques, c'est des patients qui font soit des AVC ischémiques par sténose des artères cérébrales, soit des AVC hémorragiques à partir de ce qu'on appelle le moya-moya. À force d'avoir une sténose des gros vaisseaux liés à leur maladie, ils ont une ischémie et donc le développement d'un réseau de collatérales pour pallier à cette ischémie. On parle du cerveau, donc il y a des collatérales cérébrales et comme tous les réseaux de collatérales, ils sont un petit peu moins fiables que des vaisseaux natifs et il y a un risque d'hémorragie à partir de ce réseau qu'on appelle le moya-moya, c'est le nom du réseau de collatérales. Donc ça, on peut le dépister en faisant des Doppler transcrâniens pour mesurer les flux dans les gros vaisseaux, pour rechercher précocement des atteintes des gros vaisseaux et donc rechercher un risque d'AVC hémorragique par saignement du moya-moya. Voilà. Complications néphrologiques, c'est des patients qui ont petit à petit une réduction néphronique et donc une hyalinose segmentaire et focale, ce qu'on voit aussi chez les patients obèses ou chez les patients qui ont une réduction néphronique, par exemple anatomique avec la perte d'un rein. Complications ostéo-articulaires, il peut y avoir une ischémie avec ostéonécrose aseptique. Complications cutanées, ça donne des ulcères, en particulier quand ils ont un traitement qui est un des traitements de la drépanocytose par hydroxyurée. Ça favorise l'apparition d'ulcères cutanés qui ont du mal à cicatriser puisqu'il y a une ischémie locale et donc les phénomènes de cicatrisation se passent beaucoup moins bien. Complications urologiques avec le priapisme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Gastro-entérologiques, à force d'avoir une hémolyse chronique, ils ont des ictères ils ont une augmentation de la production de bilirubine et donc des calculs pigmentaires de bilirubine qui peuvent faire des coliques hépatiques, des cholécystites. Complications ophtalmologiques avec la néovascularisation rétinienne, c'est comme les diabétiques, ils ont des ischémies rétiniennes avec développement d'un réseau de collatéral. Il y a des complications osseuses aussi, avec le développement parfois d'une hématopoïèse extra-médulaire, dans la médulaire des os plats au lieu d'être dans la médulaire des os longs, au lieu d'être dans la médulaire des os plats, avec des nouveaux sites anatomiques d'hématopoïèse. Donc ils ont des déformations osseuses, en particulier du crâne. Ça, c'est s'ils ne sont pas bien pris en charge. Si on les prend en charge rapidement et qu'ils sont transfusés régulièrement, qu'ils n'ont pas d'anémie chronique, il n'y a pas de raison qu'il y ait une hématopoïèse extra-anatomique, en dehors des sites habituels, et donc de déformation osseuse. On me demande si avec tout ça, le pronostic vital est normal. La réponse est non. L'espérance de vie d'un patient drépanocytaire, c'est environ 40 ans, c'est en train d'augmenter clairement, on a des patients longs survivants, mais clairement l'espérance de vie d'un patient drépanocytaire est largement diminuée, surtout dans les pays en voie de développement où ils ne peuvent pas être pris en charge. En Europe, maintenant, on arrive à avoir des meilleures espérances de vie, mais elles sont clairement inférieures à l'espérance de vie des patients qui n'ont pas de drépanocytose. Voilà, donc la drépanocytose n'est pas stricto sensu à l'internat, mais vous voyez que c'est quand même une maladie de médecine interne qui peut toucher tous les organes et qu'on peut rattraper, pareil pour vous donner un dossier, avec anomalie de la numération ou avec les items sur les maladies héréditaires, etc. Et donc vous devez au moins avoir quelques notions sur la drépanocytose et la prise en charge aux urgences d'un patient drépanocytaire qui a une crise vaso-occlusive. Rappelez-vous la prise en charge de la douleur, de l'anémie et de l'infection sous-jacente.